Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec de la pratique corporelle, puisque kinésiologie, ça veut dire l'étude du mouvement. Et donc, on va faire quelques petits exercices, parce que c'est la fin de la journée. On est peut-être un peu fatigué, on est peut-être un peu décentré, pas très bien ancré. Donc, je vais vous montrer et je vous invite à participer pour faire ces quelques exercices. Alors, d'abord, vous allez prendre une main avec le pouce, l'index et le majeur par-dessus. Et l'autre main, là c'est difficile avec le micro, mais l'autre main au niveau du nombril, devant le nombril. Et vous allez faire des petits massages ici. Je vous montre. En respirant bien. Et on change de main. Position suivante, toujours une main ici et l'autre main sous la clavicule, de part et d'autre. Et petit massage. Ça, c'est un point très intéressant. C'est un point très intéressant parce que si vous êtes en stress, c'est un point d'urgence en médecine chinoise. Ça s'appelle le 27-1, c'est-à-dire le 27e point du méridien du rein. Dernière position. Alors la dernière position, ça ne va pas être facile. Donc vous avez toujours une main sur le nombril et l'autre main, si vous êtes assis, ce n'est pas très pratique, mais il faut frotter le sacrum ici. Voilà. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Voilà, on frotte le sacrum. Et pareil avec l'autre main. Et pour terminer, eh bien, on va améliorer la circulation entre les deux hémisphères du cerveau avec du cross-crawl. Je montre. Main droite, jambe gauche. Hop, 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 hop. Bravo. Ben, je pense qu'on est prêt à commencer du coup. Alors, qui suis-je ? Je suis kinésiologue, certifié par la Fédération française de kinésiologie. Ce que je sais sur le burn-out, en dehors de ce que j'en sais au travers de ma clientèle et de ma formation, c'est que j'ai moi-même travaillé pendant des dizaines d'années dans des grosses entreprises, des multinationales, et j'ai été confronté personnellement, ainsi que des collègues, à ce burn-out. C'est ce qui fait que pour moi c'est quelque chose d'important au sujet duquel j'ai envie vraiment d'aider les gens. Par ailleurs, comme je fais également outre la kinésiologie humaine, je fais également de la kinésiologie animale. Une de mes spécialités aussi, c'est de proposer des séances pour le bien-être animal, mais je le fais souvent en travaillant également sur le gardien, parce que l'impact de l'état émotionnel du gardien sur son animal est très important. Alors, le menu du jour, on va voir une définition de la kinésiologie, de quoi on parle. Ensuite, on verra les définitions du burn-out, quels sont les facteurs de risque, quels sont les signes et le processus d'évolution. Ensuite, en kinésiologie, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien, quel est le processus de séance que l'on utilise? Quels sont les types de personnalités qui sont les plus à risque? Et nous verrons 2 cas pratiques pour vous donner quelque chose d'un peu plus concret. On terminera par des questions. Donc prenez soin de noter ou de vous souvenir de vos questions au fur et à mesure. Et comme je n'ai pas de stand, eh bien, je resterai à l'entrée de la salle à la fin, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question. La kinésiologie, c'est une pratique psychocorporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe par le corps pour adresser des problèmes de type psychologique. C'est issu historiquement, dans les années 60 aux États-Unis,
de la rencontre entre la chiropraxie et la médecine traditionnelle chinoise. Alors, comment ça fonctionne? La grande particularité de la kinésiologie, c'est le test musculaire, dont on voit une photo ici, avec quelqu'un qui est allongé. Alors, vous voyez que la personne, en fait, j'ai une main qui fait une pression au niveau du poignet, et en même temps, je pose une question. Et soit je demande à la personne de maintenir la position, et soit quand je fais la pression, tout en posant la question, la position reste telle que, ça veut dire qu'on a un test fort, on appelle ça un test fort, ou alors il a tendance à baisser un peu, le muscle est un peu faible, on appelle ça un test faible, et cela veut dire qu'il y a un stress. Ça veut dire que la phrase qu'on a énoncée provoque un stress. Par exemple, quelqu'un qui manquerait d'estime de soi. Eh bien, si je lui propose de dire « j'ai de la valeur », je teste. Si c'est fort, ce n'est pas un problème pour lui. Si c'est faible, ça lâche. À ce moment-là, ça provoque un stress chez lui. Donc, et c'est en fait comme ça qu'on interroge le corps tout au long de la séance, donc pendant 1 heure et demie, pour déterminer la cause sous-jacente de la problématique. Alors, bien entendu, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, la kinésiologie est une discipline de bien-être qui ne se substitue en aucun cas aux pratiques médicales. On est bien d'accord. Alors, à quoi ça sert la kinésiologie? Ça a pour but globalement de gérer les stress. Alors, tout type de stress. Également, on est sur les phobies et également les facteurs psychosomatiques. Alors, un peu plus précisément, on adresse tout ce qui est problèmes psycho-émotionnels et donc facteurs psychosomatiques. Donc, on a quoi? Le stress, les douleurs, la fatigue, les troubles du sommeil, donc le burn-out évidemment, la gestion de ses émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, les relations interpersonnelles, la colère, l'anxiété, l'état dépressif. Et également, on peut accompagner les émotions liées à un deuil ou à une séparation, mais il faut prendre ce mot de deuil de manière large, c'est-à-dire que ça peut être un changement de vie important, un changement de lieu de vie, un changement de travail, etc. Quelque part, il faut faire son deuil de ce que l'on a connu auparavant. Également, c'est une discipline intéressante pour aider à améliorer les performances. Alors les performances, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine éducatif, dans les apprentissages, ou pour accompagner les sportifs. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu plus au burn-out. Donc tout le monde sait plus ou moins qu'il s'agit d'un effondrement physique et psychologique. La personne est complètement vidée de son énergie, elle n'est plus capable de rien faire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que l'Organisation mondiale de la santé fournit une définition de cela. Ça faisait longtemps qu'on attendait une définition de la part des médecins, puisque jusqu'à présent, ils avaient tendance à utiliser d'autres termes, tels que syndrome anxio-dépressif. Donc la définition de l'EMS, donc je lis exactement ce qui est dit dans cette définition. Dans le manuel de référence des maladies de l'OMS, le burn-out est décrit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès et qui se caractérise par 3 éléments: un sentiment d'épuisement, du cynisme ou des sentiments négatifs liés à son travail et une efficacité professionnelle réduite. Alors, nous allons voir maintenant les facteurs de risque et quel est le cycle vicieux, le cercle vicieux du burn-out. Alors, il survient en lien avec des conditions de travail. Certaines sont citées ici. Donc, on ne retrouve pas forcément tous ces critères dans tous les cas de figure, mais en tout cas un certain nombre. On peut trouver de la frustration, de la démotivation, de la surcharge de travail, si le service est en sous-effectif par exemple, ou alors une pression temporelle, c'est-à-dire le fait de devoir
réaliser une activité, donner un résultat dans un délai qui est très court et qui n'est pas nécessairement suffisant pour faire les choses correctement. Le faible contrôle, ça fait plutôt référence au manque d'autonomie. C'est-à-dire quand on ne laisse pas assez d'autonomie aux personnes dans leur travail, donc ça peut être très mal vécu, très frustrant, surtout si eux voient une meilleure méthode pour réaliser ce qu'ils ont à faire, eh bien on les oblige malgré tout à faire autrement. Donc ça ne va pas du tout les aider. Manque de soutien social, alors ça peut être dans la sphère professionnelle certes, mais aussi dans la sphère privée, amicale, familiale. Et ce qu'il est important de noter aussi, c'est que j'ai remarqué que les gens qui souffrent du burn-out, en général, ils ont une faiblesse également psycho-émotionnelle du côté personnel. Alors, donc ça veut dire que le fait d'avoir une faiblesse du côté personnel n'aide pas du tout à pouvoir surmonter un burn-out. Parce que c'est comme si on était sur deux piliers. Pilier pro, ah ben ça marche plus. Et pilier perso, ah ben ça marche plus non plus. Donc je peux même plus rester sur ma jambe gauche, là, sur mon pilier perso. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça génère tout ça? Ça génère de la dévalorisation, je me sens nul, sentiment d'échec, ah ben j'y arrive pas, de la fatigue parce que je m'épuise à essayer d'y arriver et malgré tout, j'y arrive pas, et des difficultés de concentration. Parce que quand on est fatigué, qu'on est démoralisé et on voit qu'on n'y arrive pas, bah, au bout d'un moment, la concentration, c'est difficile de la maintenir. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Qu'est-ce que ça génère? Eh bien, le besoin, dans le cas du burn-out, bien entendu, ça génère le besoin de travailler toujours plus pour retrouver de la satisfaction, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et si les conditions de travail ne changent pas, eh bien on tourne en rond. Et on continue à boucler, la situation s'aggrave. Et nous allons voir maintenant justement quel est ce processus d'évolution. Alors, en général, au début, on part sur un stress ponctuel. C'est un stress qui va se reproduire de plus en plus souvent en fonction des situations que la personne va rencontrer. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, ça va durer toute la journée. Et au bout d'un moment, eh bien, même en rentrant le soir, elle ne pourra plus déconnecter du travail, elle y pensera tout le temps. Alors, c'est aggravé, ça, par le phénomène de télétravail, évidemment. C'est encore plus difficile de déconnecter. Et donc le stress va devenir chronique. Et là, gros problème de sommeil, insomnie. On est vraiment dans un stress très important, dans une anxiété extrême. On a la boule au ventre quand on va travailler. Et le dernier stade, c'est la dépression grave, la dépression avérée. Où là, on est dans un effondrement total, physique et psychique. Alors les signes, on les voit en dessous. On a évidemment de la fatigue, on peut avoir des douleurs squelettiques, par exemple du mal de dos. On peut avoir des douleurs musculaires, donc on parle de troubles musculo-squelettiques. Donc insomnie, je l'ai dit, des maux de tête, des maux de ventre, bref, on somatise quoi. Le corps emmagasine les douleurs psychiques et les transforme en maladies. Donc d'un point de vue psychique, cela peut donner un ressenti de vide émotionnel, d'anxiété évidemment, et puis de colère, d'irritabilité. Parce qu'au bout d'un moment, on trouvera que la situation est injuste. On va vouloir se rebeller, dire mais comment ça se fait qu'on me met dans cette situation? Et suivant les personnalités, soit ça va s'exprimer plus ou moins franchement, soit ça va plutôt s'intérioriser et s'exprimer par des attitudes de cynisme. On en a parlé tout à l'heure du cynisme. Donc des petites remarques acerbes, disant « Ah un tel, de toute façon, il m'a donné ça trop tard, ou il n'a même pas respecté les règles, etc. »
voyez, ce genre de remarques. Donc bref, d'un point de vue psychique, on est dans la frustration, le sentiment d'échec, le cynisme, je l'ai dit, l'accès de colère éventuellement. Alors un truc très important, deux choses très importantes, deux symptômes très importants, c'est le repli sur soi. Les gens qui sont dans cette situation, très souvent, et on peut voir la même chose d'ailleurs dans des dépressions, sont complètement repliés sur elles-mêmes et s'isolent complètement du monde extérieur, même de leurs amis, de leur famille éventuellement, etc. Donc c'est encore plus dur pour elles de s'en sortir. Et le deuxième point qui est très important en termes de signe d'alerte, c'est la perte de sens. Quand quelqu'un dit « je ne trouve plus de sens au travail », c'est déjà grave. Mais moi, j'ai des clients qui m'ont dit « je ne trouve plus de raison de vivre. Il n'y a plus de sens pour moi à vivre. » Alors, après, en somatisation, en termes de maladies que ça peut favoriser, on trouve des maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, comme les phlébites, ou encore du diabète. Et puis, on peut développer des troubles du comportement, des toxicomanies, qui sont en fait des symptômes qui sont là pour compenser le mal-être. Donc, on va avoir recours à l'alimentation, à l'alcool, aux drogues, etc., pour compenser ce mal-être. Donc, du coup, ça fait encore quelque chose de plus à soigner. Alors, qu'est-ce qu'on fait en kinésiologie pour s'occuper de cette problématique-là? Alors, on part d'un certain contexte. En fait, ce schéma est assez général. Je pourrais l'utiliser pour à peu près n'importe quelle problématique. On part d'un contexte, le contexte du stress, du burn-out, et on va rechercher les causes sous-jacentes du schéma psychologique qui est lié à ce burn-out. Et là, c'est très intéressant que vous ayez eu avant la conférence sur le transgénérationnel et les constellations familiales, parce que justement, c'est ce qu'on va explorer, l'histoire de la personne et aussi les générations qui l'ont précédée. Donc ce schéma psychologique de réponse au stress, eh bien, il part d'un événement à un moment donné dans l'histoire de la personne. Souvent, la cause sous-jacente la plus profonde vient de la petite enfance. Voire ça peut être hérité donc de générations antérieures. Donc cet événement va créer un stress qui va induire une blessure émotionnelle. Et en réponse à cette blessure émotionnelle, eh bien, la personne va trouver une solution de survie. Elle va mettre en œuvre un certain comportement pour essayer de s'en sortir. Donc dans le cadre du burn-out, ça va être « je travaille de plus en plus ». Ah ok, j'y arrive pas. 10 heures par jour, ça ne suffit pas, j'en fais 12, j'en fais 14, et puis voilà, et c'est comme ça, sans arrêt. C'est un cercle infernal. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, cet ensemble d'événements sources, d'événements causes, d'émotions ressenties, de comportements adoptés en résultat, va être engrammé dans le cerveau de manière inconsciente. Et la personne, à chaque fois qu'elle va rencontrer une situation qui ressemble de près ou de loin à celle-ci, à ce qui a été enregistré dans le cerveau, eh bien, elle va rejouer automatiquement l'émotion et le comportement, sans s'en rendre compte. Donc nous, c'est ça qu'on cherche à comprendre en kinésiologie. Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment? Et pourquoi on cherche ça? Pour pouvoir le reprogrammer. Donc on va essayer de casser ce cycle et de le remplacer par un cycle vertueux où la personne va pouvoir reprendre son autonomie, comprendre ce qui lui est arrivé et voir un peu plus venir la situation à l'avance. Et se dire, bah tiens, là, je suis en train de ressentir telle émotion, je suis en train de penser à avoir tel comportement. Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est ce cycle infernal qui est en train de se mettre en œuvre. Donc je me pose un peu, je réfléchis, et qu'est-ce que m'a dit le thérapeute? Voilà, on a travaillé là-dessus. Et la personne, ça lui permet de prendre du recul. Donc, qu'est-ce qu'on fait après, en troisième étape? Évidemment, on fait ce qu'on appelle une équilibration. Alors, une profession médicale parlerait d'un soin. Mais comme il s'agit d'une profession de bien-être, on a un vocabulaire différent.
Donc ça consiste à la reprogrammation du fameux schéma pour le remplacer par des comportements, des émotions plus positives. Et pour faire ça, comment on fait? On a plus de 300 protocoles à disposition pour l'humain. Et alors on va piocher des techniques un peu partout. On a des techniques qui sont issues de l'EMDR, les mouvements oculaires. Ça, c'est pour diffuser les stress post-traumatiques, beaucoup utilisés pour les soldats, les retours de conflit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en kinésiologie. Également, évidemment, des points d'acupressure en médecine chinoise, un peu comme on a fait en début de séance, là, par exemple, le 27-1. Mais voilà, il y en a une quantité industrielle de points possibles. Renforcer, équilibrer l'énergie des méridiens en médecine chinoise. Également, on utilise l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, donc en renforçant l'énergie des chakras, en contrôlant, en renforçant l'énergie des chakras. On peut aussi utiliser des visualisations. Donc des visualisations, ça c'est une technique qui vient plutôt de la sophrologie ou de l'hypnose, si vous voulez. Donc on met la personne dans un état de conscience modifié et on l'amène à passer d'un schéma existant de souffrance à un schéma cible où il y a du mieux-être. Voilà quelques exemples de protocoles, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a plus de 300. On travaille aussi sur les réflexes archaïques. En équilibration, j'utilise aussi les constellations familiales, mais en individuel, moi. Enfin voilà, c'est très très vaste. Et on applique cette équilibration toujours à l'âge date. Donc soit si ce que l'on trouve en interrogeant le corps, ça fait référence à l'histoire de la personne, à son passé, depuis sa conception, soit c'est hérité même d'une génération précédente. Voilà. Donc je vous renvoie à la conférence précédente sur le transgénérationnel. Donc voilà, et on va appliquer l'équilibration à ce moment-là, au moment cause. Alors, nous ne sommes pas tous égaux face au burn-out et face au stress d'une manière générale. Il y a des personnalités qui sont plus à risque que d'autres. Alors, on a évidemment les personnes hypersensibles qui vont ressentir très très fortement les émotions. On a les personnes qui ont tendance à manquer de confiance en soi et les personnes qui ont tendance à manquer d'estime de soi. Vous voyez un peu la différence entre les deux, confiance en soi, estime de soi, ça va? Ok. Aussi les personnes qui ont tendance à être anxieuses de manière récurrente et qui sont dans un besoin de contrôle, d'anticipation pour éviter ce qui pourrait leur arriver de désagréable, que ce soit identifié ou non. Ça peut être une crainte floue, comme dans l'anxiété, ou alors une peur, une phobie, où là c'est bien identifié. Ce que l'on rencontre aussi dans les personnes à risque, ce sont les gens qui s'engagent sans limite, qui ont du mal à gérer leurs limites. C'est moi, je suis le meilleur au travail, et ce qui est important, c'est de réussir le mieux possible. Et donc, je vais dépenser énormément d'énergie pour réussir le mieux possible. Et si ça ne suffit pas, j'en fais encore plus. Donc là, ça alimente bien le système. Donc ça, notamment, on a des gens qui peuvent avoir des problèmes de priorisation. Si on a du mal à traiter uniquement ce qui est à la fois urgent et important, c'est sûr qu'on alourdit la charge, le paquet à traiter. Alors, il y a un autre modèle qui est très intéressant, qu'on utilise en kinésiologie, qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un modèle millénaire. Je crois qu'il y a des traces de ça en sanskrit, mais la première version écrite connue date des années 60-70 aux États-Unis. Donc c'est un modèle de 9 types de personnalités de base répartis dans 3 centres. Donc vous avez trois types de personnalités dans le centre instinctif. Donc je vais vous citer des noms, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais c'est pour un peu illustrer le propos. Donc vous allez avoir le profil du chef, de celui qui fait toujours des compromis, qui a du mal à se décider, je ne sais plus comment on l'appelle, le profil du perfectionniste. On va avoir ensuite
le centre émotionnel. Dans le centre émotionnel, on va trouver celui qu'on appelle l'aidant, celui qui veut toujours aider les autres et qui oublie de s'occuper de lui-même. On va trouver le leader, celui qui est... c'est un peu Nicolas Sarkozy, le leader, si vous voulez. C'est le mec un peu bling-bling. Ouais, j'ai une belle montre, une belle voiture, voilà, je suis le meilleur du monde, je fais beaucoup de bruit et je veux absolument qu'on croie toujours que je suis le meilleur pour réussir tous les résultats. Évidemment, ce n'est pas un propos politique, c'est pour le fun. Le leader et puis enfin le tragico-romantique dans les profils émotionnels. Donc là, c'est une personnalité qui est très sensible aux émotions et qui vit pour les émotions en fait. Qu'elles soient agréables ou désagréables, elle ne se sent pas vivre si elle ne sent pas des émotions fortes. Ensuite, côté profil dans le centre mental, eh bien, on va trouver celui qu'on appelle le château fort. Donc c'est quelqu'un qui est intellectuellement très très avancé en général, mais qui a un peur avec la relation à l'autre. Donc il va avoir une tendance très facilement à se replier, à pas trop partager l'information. Et pourtant, Dieu sait qu'il a de la connaissance et de l'information parce que c'est un profil très, très intelligent et qui aime beaucoup aussi accumuler les connaissances. Ensuite, on a le profil du loyaliste qui, lui, est guidé par les peurs, éviter les peurs. Et enfin, le profil du rebelle, qui est aussi dans le centre mental et qui, lui, a plutôt tendance à commencer 15 projets en même temps et à n'en finir aucun. Voilà. Donc voici les deux projets qui sont vraiment les deux profils qui sont vraiment le plus à risque. Donc commençons par le perfectionniste. Donc quelle est sa blessure à lui? Quelle est sa croyance? C'est « je dois être parfait pour être aimé, je dois être parfait pour être reconnu à ma juste valeur. Et le monde est injuste. » C'est quelqu'un qui est très concerné par la notion de justice. Donc voilà, l'impression que le monde est injuste. Alors comment il réagit sous stress? Alors j'ai mis ces caractéristiques-là, comment la personne réagit sous stress, parce que en vérité, c'est sous stress que c'est le plus facile de reconnaître la personnalité de base d'une personne. Parce qu'on a des signes qui sont assez évidents. Et ça se voit aussi même dans la manière de parler. Moi, pendant une consultation, selon le langage que va emprunter le client ou la cliente, ça va pouvoir me faire tilt en disant « Tiens, il est peut-être plutôt dans ce profil ou plutôt dans celui-là ». Et après, je vais pouvoir poser des questions de plus en plus ciblées, en entonnoir, de manière à déterminer plus finement où il en est. Donc, sous stress, le perfectionniste, il va se montrer très rigide. Je parlais des règles tout à l'heure. Donc, il faut respecter les règles, et même c'est une personne qui va lui-même édicter ses propres règles, et les autres sont considérés comme très méchants, très nuls, et même le diable, s'ils ne suivent pas ses règles à lui. Et voilà, si on ne fait pas ce qu'il veut, et s'il n'a pas les choses en temps et en heure, ça va le rendre fou, parce que lui-même, il ne va pas pouvoir tenir ses engagements. Donc il va être en colère, mais ça va être une colère intérieure, une colère rentrée, qu'il aura du mal à exprimer. Ou alors elle va s'exprimer au bout d'un certain temps de manière explosive. Et attention les dégâts dans ce cas. Donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le jugement. Tu fais pas ceci, tu fais pas cela, t'es pas compétent, etc. Et qui se met la pression énormément. À lui-même et aux autres du coup. Mais surtout à lui-même. Alors, de quoi il a besoin, le perfectionniste, pour aller mieux? Il a besoin de comprendre, en fait, qu'il peut être apprécié en étant qui il est, en étant lui-même, plutôt que d'être dans le faire, dans l'action. Et d'être toujours en recherche permanente d'un niveau de qualité exceptionnel, d'un niveau de perfection exceptionnel. On peut l'aider également en lui expliquant qu'il a intérêt à exprimer ses émotions, à les faire sortir, que ça ne reste pas coincé dans le corps,
pour éviter les explosions de colère, pour éviter les somatisations dans des maladies. L'inciter à prendre le temps, que la perfection n'existe pas et que finalement, quelque part, l'imperfection est parfaite. Ça, c'est quelque chose de très difficile à entendre pour le perfectionniste. Également, l'aider à prioriser, à se focaliser uniquement sur ce qui est urgent à la fois et important. Et finalement, à être dans un certain lâcher-prise, c'est-à-dire laisser venir les événements, surtout les événements sur lesquels il n'a pas d'action, il ne peut rien, il n'a pas de contrôle. Voilà. Il a toujours besoin d'être dans le contrôle, c'est très difficile pour lui. Alors l'autre profil, le loyaliste, donc, qui lui est dans le centre mental, donc c'est souvent aussi des gens qui ont un niveau intellectuel assez avancé, et ils sont dans la blessure de trahison. C'est un jour on m'a trahi, et le monde est dangereux, donc tout peut arriver. Donc, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on est vraiment dans la peur, là, plus que l'anxiété. Tout peut arriver. Et en plus, il y a une notion, on l'appelle le loyaliste, parce que c'est une personnalité qui est vraiment dans le contrat. Même si c'est un contrat oral. Si cette personne-là, si elle s'engage à quelque chose, eh bien, elle va être prête à s'engager. Et même si elle ne réussit pas, eh ben, elle ne va pas essayer de louvoyer pour faire comme si elle le faisait, comme le ferait le profil du leader, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Non, non, elle va assumer. Elle va dire, OK, j'ai échoué, j'ai eu tort, donc je paye les pots cassés. Voilà, c'est quelqu'un de très droit, en fait, comme type de personnalité. Alors, sous stress, comment elle réagit? Alors, comme sa blessure, c'est la trahison, eh bien, elle va être dans le doute d'elle-même et dans le doute de l'autre. Et du coup, elle va être sans arrêt en train de tester l'autre, de tester la confiance. Est-ce que je peux faire confiance à un tel? Ou est-ce que je ne peux pas lui faire confiance? Et jusqu'à quel point? Voilà. Et donc, elle va faire des tests comme ça, sans arrêt. Et sa grande peur, évidemment, c'est la trahison. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va élaborer toute une série de stratégies. Donc, typiquement, si vous avez un ami dans le profil 6, là, loyaliste, si vous avez un problème un jour, vous ne savez pas comment vous en sortir, appelez-le parce que vous allez voir, il va vous en sortir. Il va vous pondre un plan A, B, C, W, X, Y, Z, et il y en a forcément un qui marchera, parce qu'il est brillant. Et comme il aura prévu tous les cas possibles, vous allez vous en sortir. Je l'ai fait, ça a marché. Et je ne suis pas loyaliste, moi. Alors, de quoi il a besoin? Il a besoin qu'on lui explique qu'il peut remplacer cette méfiance énorme qu'il a, ce doute sur est-ce que je peux faire confiance, par simplement la vigilance. Est-ce que tout simplement, je ne peux pas me contenter d'être justement vigilant, sans forcément penser que le pire va arriver? Ce n'est en général jamais le pire qui arrive. Voilà ce qu'on peut lui donc objectiver les peurs. Donc aussi l'amener à entrer dans le courage, à remplacer la notion de justice, puisqu'il est très dans le contrat, par la notion de justesse. Donc, est-ce que raisonnablement, j'ai fait ce qui était juste par rapport aux moyens dont je disposais, indépendamment de toute question de contrat, ou etc., d'engagement par ailleurs? Oui, donc j'ai la conscience tranquille, donc c'est OK. Et on reste là-dessus, tranquillement. Voilà. Pour les personnalités à risque, alors on va passer au cas pratique. Donc 2 cas pratiques très différents. Et là, vous allez voir que le burn-out, à une certaine époque, on pouvait penser que il y avait une question de génération là-dedans. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce que on a des gens âgés comme des gens très jeunes qui sont touchés par ça, dès les études.
Et donc c'est lié à une évolution de la société en fait. Sauf que globalement, les modes de fonctionnement très axés sur les résultats financiers court terme, dans les entreprises, notamment les multinationales, ça a commencé à vraiment apparaître à partir de entre les années 2000-2010. Voilà. Et donc, toutes les générations qui sont arrivées à partir de ce moment-là ont pris cher. Donc là, on a, dans le premier cas de figure, premier exemple, on a un homme de 47 ans qui est responsable dans la restauration dans le secteur public. Donc le secteur public est touché également. Donc qu'est-ce qu'il a comme signe? Il a des maux de tête, un abcès hépatique, de l'angoisse, il a fait des malaises, il a des troubles du sommeil, il a très peur de la mort et il ressent évidemment un grand épuisement. Et il ressent toujours le besoin de tout contrôler pour lui et pour les autres, puisqu'il est responsable d'une équipe. Alors, quel est son contexte de travail? Eh bien, son équipe est en sous-effectif, donc ce qui donne une pression sur la charge et sur le timing. Le timing, c'est très important dans la restauration. Et avec une hiérarchie qui est déconnectée des contraintes réelles, alors que ce soit de manière inconsciente ou consciente, en général, c'est conscient et ils font comme si c'était inconscient. En général. Donc, qu'est-ce que ça engendre ça? Ça engendre un manque de moyens et donc de la frustration, de l'anxiété, de la peur. Alors, l'analyse de recherche des causes. Eh bien, quand on va chercher dans son enfance, on trouve un sentiment de trahison d'abord de son père. C'est-à-dire, il y a eu un manque affectif quand il était jeune, il ne s'en est pas occupé. Et puis ensuite d'abandon lié au fait que le père a été gravement malade. Alors évidemment, ce n'est pas la faute du père s'il a été gravement malade, mais le fait est qu'en termes de ressenti pour le petit garçon, ça a eu comme effet que je me sens abandonné parce que papa, du coup, il n'est pas présent, quoi. Et suite à ça, par la suite, il s'est rajouté lui-même une responsabilité qu'il n'avait pas nécessairement à prendre, c'est s'occuper de sa petite sœur et de sa mère. Donc quelque part, il a pris le rôle du père. Ce qui n'est pas tout à fait ajusté. Donc, lui, il est dans la personnalité de base loyaliste et il dépense beaucoup d'énergie dans des scénarios d'évitement de la peur. Donc c'est typiquement celui qu'il faut interroger quand on a un problème et qui sort 15 000 scénarios pour s'en sortir. Alors oui, juste un petit complément sur les types de personnalités dont je vous ai parlé. Il ne faut pas prendre ça complètement au pied de la lettre. C'est-à-dire, c'est un modèle. Comme tous les modèles, d'une certaine manière, c'est caricatural. On est évidemment tous bien plus complexes que ça. Donc, en général, une personne qui a une personnalité de base, mettons par exemple le perfectionniste, il va facilement avoir des éléments qui ressemblent au profil de l'aidant, celui qui veut toujours aider les autres, parce que ce sont des profils très proches dans l'énéagramme. Donc, il a souvent aussi des caractéristiques là-dedans. Il a souvent des caractéristiques avec le tragico-romantique, parce que c'est quelqu'un qui aime bien quand même ressentir les émotions, même s'il a tendance à les mettre à l'intérieur. Et puis, il y a un lien aussi avec le profil du rebelle, surtout quand il ne va pas bien. Parce que ce qu'il va chercher dans le rebelle, c'est les excès. C'est je fais la fête, je me bourre la gueule, etc. Donc on peut prendre des caractéristiques dans différents types de personnalités, donc ça fait un patchwork de différentes caractéristiques pour une personne humaine, même si la base, c'est par exemple le perfectionnisme dans mon exemple. Et comment on reconnaît la base de personnalité d'une personne? C'est en regardant comment elle réagit sous stress. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors maintenant, l'équilibration. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ce monsieur? Alors je ne vais pas entrer dans le détail de l'équilibration parce que sinon je pars dans une formation, là on y est,
jusqu'à très très tard ce soir. En gros, j'ai fait une équilibration de l'énergie dans les différentes dimensions de son corps, d'un point de vue corporel, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière, etc. Tout ce que vous voulez. Et également une visualisation pour couper les liens de souffrance par rapport à son passé. Nous allons passer au deuxième cas pratique. Donc là, une personne beaucoup plus jeune, une femme de 28 ans, qui est une cavalière professionnelle de haut niveau, qui a une écurie de compétition. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme signe? Eh bien, de l'angoisse, la phobie de vomir. Donc ça fait penser, phobie de vomir, phobie, donc il y a la peur. Les nausées, c'est un signe, je ne l'ai pas mis dans la liste des signes, mais en fait, les nausées, ça fait partie des signes du burn-out. Et puis, ça fait penser aussi aux troubles alimentaires. Un problème de tension artérielle. Alors, une apathie complète, bon, ça, c'est la fatigue. Mais ça veut dire qu'elle n'a plus de ressort, quoi. Et pourtant, son boulot, elle l'adore. Je peux vous dire qu'elle est remontée comme une bête, la nana. Elle adore ce qu'elle fait. Elle réalise son rêve en faisant ça. Mais elle est tellement mal qu'elle n'a plus le courage. Donc, pour elle, il y a une perte de sens. Elle m'a dit, la vie n'a plus de sens. Donc, elle s'est trouvée dans une dépression grave. Et elle s'est complètement isolée socialement. Pendant des mois, elle ne sortait pas de chez elle, de son écurie, elle se faisait tout livrer. Elle a recommencé à faire un dîner avec des amis la dernière fois que j'y suis allé pour m'occuper d'elle et de ses chevaux. Voilà, le contexte. Donc, quel est son contexte personnel? Eh bien, comme c'est une sportive de haut niveau, elle a peur de l'échec, évidemment, de ne pas réussir à atteindre ou à maintenir son niveau. Et puis, comme évidemment, vous vous doutez que des chevaux de haut niveau, ça coûte cher. Les installations d'une écurie comme ça coûte très très cher. Donc, elle a fait un gros investissement. Donc, elle a la trouille d'échouer et de ne pas rentrer dans ses frais. Alors, elle a quand même une activité de pension équestre pour financièrement pouvoir absorber le choc, mais bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a peur du jugement. Alors, pourquoi? Notamment parce que son frère, il a fait une grande école, il a super bien réussi. Donc, si moi, je ne réussis pas, qu'est-ce qu'ils vont dire, papa, maman? Donc, elle a la pression affective là, de la famille, et même par rapport à son estime de soi, c'est difficile pour elle. Alors, d'où ça vient, cette affaire-là? Ça vient de très loin. Ça vient de très loin. Ça vient même, je ne me souviens plus exactement des notes, je ne sais plus si c'est au niveau de la conception ou de la naissance, mais c'est vraiment très très tôt, en tout début de cycle. Et c'est le sentiment d'abandon, enfin non, plutôt de rejet de sa mère qui ne voulait absolument pas d'elle. Sa mère lui a reproché, depuis toujours, et continue à le faire aujourd'hui, lui a reproché de naître, de lui avoir volé sa vie, de lui avoir volé ses rêves professionnels, ses rêves de carrière. Et puis, l'abandon du père qui a quitté sa mère, c'est le divorce. Alors le divorce c'est une chose, mais c'est surtout qu'il ne s'est plus du tout occupé de ses enfants en fait. Donc c'est pas une garde partagée. Et sa personnalité à elle, de base, c'est perfectionniste. Donc beaucoup d'énergie à dépenser pour être parfaite, une grande difficulté à gérer ses limites. Et en plus, comme elle est dans le domaine de la compétition de haut niveau, je ne vous raconte pas. Un compétiteur de haut niveau qui a le syndrome du perfectionniste, très difficile. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle s'occupe tellement de sa réussite qu'elle n'a plus le temps de s'occuper d'elle. Donc ça aggrave le problème. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Justement, une constellation familiale. Voilà. Donc comme vous avez eu la précédente conférence avant, je ne vous en parle pas plus. Et nous allons maintenant pouvoir passer aux questions.
Donc sachez, donc, comme je n'ai pas de stand ici, donc je vais rester à la sortie de la salle. Si vous n'avez pas eu le temps de poser des questions, si vous voulez échanger avec moi, voilà, je vais rester là un moment. Et puis, si vous êtes pressé, vous pouvez aussi me téléphoner. Vous avez aussi mes coordonnées sur les flyers qui sont éventuellement sur les chaises ou devant ici que vous pouvez prendre en partant. Voilà, donc merci de votre attention et puis j'écoute vos questions. Je voudrais savoir si est-ce qu'il est possible d'être loyaliste et perfectionniste à la fois ou pas du tout. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a une personnalité de base que l'on reconnaît quand on est en état de stress important. C'est comme ça qu'on va reconnaître la personnalité de base. Pour autant, ça n'empêche pas du tout d'avoir des caractéristiques dans le profil loyaliste. Même si le loyaliste n'est pas la personnalité de base. C'est un ensemble notre personnalité totale est un ensemble de la personnalité de base dans ce modèle, plus d'autres choses. Oui ? Alors la question très intéressante, merci. Est-ce que ça peut évoluer ? Oui, c'est un modèle dynamique. Ça peut évoluer dans le temps. Ce qui ne va pas évoluer, c'est la personnalité de base. Elle va rester toujours la même. Mais ça peut évoluer dans le sens où on va mieux pouvoir gérer les blessures émotionnelles de cette personnalité. On va davantage voir arriver les problématiques, les anticiper. Et on va aller chercher des ressources dans d'autres profils pour nous aider avec ça. Donc oui, ça peut évoluer. Et typiquement, je me souviens quand j'ai fait ma formation Ennéagramme, donc on a fait ça en groupe et c'était très intéressant parce que chacun parlait de son expérience personnelle et se retrouvait dans tel ou tel modèle. Et il y avait une personne dans le groupe, on a été infichu. C'était impossible de trouver quelle était sa personnalité de base. Impossible. Et pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a tellement travaillé sur lui qu'elle était indétectable, quoi, si j'ose dire. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, elle a des ressources positives qui viennent d'un peu partout et donc ça donne quelque chose de très agréable, de très équilibré pour elle. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, on peut évoluer. Et la définition, enfin la détermination d'un profil dans l'énéagramme n'est pas si simple que ça. Hein. C'est un milieu un peu complexe parce que là, j'ai pas fait l'exposé du modèle, mais après vous avez des sous-types, vous avez des flèches d'intégration, vous avez les ailes, tout ça, ce sont des influences, des profils les uns sur les autres. Donc, si on ne maîtrise pas tout ça et si on ne pose pas les bonnes questions, on peut facilement faire une erreur. Par exemple, rien ne ressemble plus à un loyaliste version contrephobique, parce que le loyaliste, il a une particularité, c'est qu'il y a une version phobique, j'ai peur de tout, et contrephobique, ça veut dire, ok, j'ai peur de tout, mais je veux prouver que quand même j'ai pas peur, donc même pas peur. Et je vais quand même faire le saut à l'élastique pour vous prouver que j'ai pas peur, même si je me chie dessus. Rien à foutre, je vais le faire. Et donc on le confond souvent avec le profil 3, le leader. Un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame, elle n'a pas encore posé sa question. Combien de temps ça... Merci pour votre intervention. J'ai un peu de curiosité par rapport au minimum et maximum, ça peut prendre les sessions. Combien de sessions il y aurait besoin minimum ? En kinésiologie, vous voulez ? Alors, c'est une très bonne question aussi, et je ne sais pas y répondre parce que c'est très variable. Ça dépend beaucoup de la personne, ça dépend de sa problématique et de son rythme. Et je parle du rythme d'intégration des séances. Ça prend plus ou moins de temps. Ça peut être immédiat, se compter en jours, en semaines, en mois. Généralement, ça va plus vite chez l'animal que chez l'humain, parce qu'on a un cerveau beaucoup plus sophistiqué. Donc, ce qu'on a coutume de répondre à ce genre de questions, c'est commencer par 3 séances. Parce que de toute façon, statistiquement, à moins de 3 séances, on a rarement un résultat assez satisfaisant. Mais il y a des exceptions. Hein. Moi, j'ai eu une dame, justement, en burn-out. J'ai fait une séance, et puis je vais conseiller à elle de faire aussi
une équithérapie, enfin de la médiation animale, parce que j'ai senti que ça pouvait l'aider. Et ben, elle m'a rappelé quelques temps après, elle m'a dit c'est super, je m'en suis sorti, c'est génial. Voilà, une séance. Bon. Mais voilà, c'est un cas quand même exceptionnel. Hein. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, madame, vous aviez une autre question? Par rapport au test musculaire, c'est par rapport à un stress. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que le test musculaire, on peut faire soi-même pour des questions oui, non. Et alors, c'est pas vraiment vrai. Est-ce que vous pouvez venir avec moi? Alors, je vais tâcher de parler fort parce qu'il va falloir que je pose le micro. Donc, votre question, que tout le monde entende votre question. En fait, je voulais savoir si les tests musculaires marchaient aussi pour des questions oui, non. Oui. Mais d'après votre explication, c'est plus lié à un stress. Alors, non, c'est vraiment pour des questions fermées, oui, non. Merci. Donc, je vais vous montrer comment on fait, comment on teste. Là, c'est le deltoïde antérieur que je teste. Donc, je stresse un peu le muscle, physiquement parlant. Là, je le renforce. Vous voyez que ça tient mieux là. Oui. Par exemple, oui, pardon. Et si... est-ce que vous avez envie de parler d'une émotion qui vous pose problème sans entrer dans les détails? Blessure d'abandon. Au contraire de l'abandon, c'est quoi? C'est on s'occupe de moi. C'est... faut pas mettre de négation non plus. Je suis sereine quelle que soit la réaction, quel que soit le lien avec les gens. Un truc comme ça, vous pouvez me le dire? Je suis sereine, quelle que soit la réaction avec les gens. Ouais, non, c'est pas OK là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et après, je vais affiner, en fait, merci. Je vais affiner, en fait, le questionnement. Je vais aller chercher dans le passé, éventuellement en transgénérationnel. Voilà, je vais affiner pour trouver quelle est vraiment la blessure de base, où est-ce que ça s'est passé, voilà, qu'est-ce qui s'est mis en œuvre. Mais par exemple, nous, est-ce qu'on peut utiliser le test musculaire, parce qu'il en existe plusieurs, avant, arrière, ça, oui, non. Je vois que vous connaissez. Voilà, qui m'intéresse. Et est-ce qu'on peut l'utiliser pour dire, voilà, je suis, maintenant, ou je me sens, ou j'ai envie, et ça répond, et ça devrait pouvoir répondre à ma question. Alors, c'est un sujet, c'est une question délicate. Donc je vais répondre pour être conforme à la réglementation. D'accord? Donc on n'a pas le droit de faire de l'autotest. On n'a pas le droit de faire de la kinésiologie à distance, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de test musculaire, avoir le contact avec le muscle à distance. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça veut dire que moi, je ne ferai jamais ça. Je suis professionnel. Après, chacun à titre individuel, s'il le fait à titre individuel, ça fonctionne. Et ce genre de questions, ça peut répondre à ce genre de questions. Oui, alors il faut faire attention. Le cas de figure où le test kinésiologique ne peut pas être utilisé, c'est pour les prédictions. Ça ne fonctionne pas. Ça sert uniquement à détecter un stress. Il faut bien avoir ça en tête, sinon on peut faire des grosses bêtises. Voilà. Et si on ne pose des questions que sur soi-même avec l'autotest ou le pendule, ok, mais le faire sur quelqu'un d'autre, même de sa famille, si on n'est pas pro, il faut faire gaffe parce que derrière, on se récupère des gens en vrac total, hein, quand ce n'est pas un pro qui s'en occupe. Donc il faut faire attention. Voilà. Merci. Je vais donc vous laisser sur ces questions fort intéressantes et fort pertinentes. Merci encore pour votre participation, votre attention. Et puis n'hésitez pas éventuellement à venir me voir à la sortie si vous avez d'autres questions ou à me contacter ultérieurement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.